Bonjour et bienvenue. Avant de plonger dans le sujet complexe d'aujourd'hui, si vous trouvez de la valeur dans notre travail de sensibilisation, un simple geste comme aimer cette vidéo ou vous abonner à notre chaîne nous aide énormément à poursuivre notre mission. C'est une manière de soutenir la création de contenu qui, nous l'espérons, peut éclairer et aider. Merci de votre soutien. Vivre avec une personne narcissique dont la colère s'exprime ouvertement, c'est comme cohabiter avec des explosifs qui pourraient détonner à tout moment. Vous ne savez jamais quand l'explosion aura lieu, ni quelle sera sa violence. Cette tension constante peut engendrer un état d'hypervigilance à vie, une sensation d'être perpétuellement sur le qui-vive. Permettez-moi de vous poser une question. Quel est l'opposé de bénin? Généralement, nous considérons que l'opposé de bénin est malin. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « négligence bénigne ». La négligence bénigne, c'est cette forme d'oubli qui survient quand on est trop occupé pour arroser ses plantes d'intérieur. Il n'y a aucune colère envers les plantes. Simplement, la vie vous entraîne dans une autre direction et elles ne sont plus une priorité. Elles peuvent se flétrir, mais l'intention n'était pas de leur nuire. Cette forme de négligence peut apparaître dans nos relations amicales. Imaginez un ami cher qui déménage de Paris à Marseille. Avec le temps, malgré les meilleures intentions, les appels s'espacent. La vie, le travail, les nouvelles relations prennent le dessus. Vous n'êtes pas fâché contre cet ami, mais le contact régulier que vous aviez autrefois s'effrite. Au travail, cela peut se manifester par le fait de laisser certaines tâches en suspens ou de ne pas accorder suffisamment d'attention à des collègues. Il n'y a pas d'intention malveillante. La négligence bénigne n'est ni manipulatrice, ni une forme de traitement silencieux. Elle ne naît pas d'une dévalorisation de l'autre. C'est simplement que l'attention n'est plus portée à une personne ou à une chose comme avant, souvent parce que d'autres priorités émergent. Bien sûr, cela ne signifie pas que la personne qui subit une négligence bénigne n'en souffre pas. Elle peut se sentir blessée, et nos pauvres plantes, elles, peuvent en mourir. Au bureau, la qualité du travail peut chuter, un projet prometteur peut tomber à l'eau. Dans une relation de couple, même saine, la négligence bénigne est un terrain glissant. Le travail, les enfants, les responsabilités peuvent facilement transformer un partenaire en une simple pensée après coup. De nombreuses relations se sont terminées ainsi. Donc, bien que la négligence bénigne ne soit ni méchante, ni cruelle, ni intentionnelle, elle a des conséquences. Et lorsqu'elle vient d'un parent envers un enfant, elle est particulièrement néfaste, car toute forme de négligence est préjudiciable au développement d'un enfant. Devenu adulte, il peut être très déroutant de regarder en arrière et de voir une enfance décevante, non pas à cause de la cruauté d'un parent, mais à cause de son absence. Cela peut même entraîner une forme de culpabilité. Comment puis-je me plaindre, mes parents n'étaient pas méchants? Pourtant, la blessure est bien réelle. Passons maintenant à son opposé, la négligence maligne. C'est ici que se trouvent la plupart des personnes engagées dans des relations narcissiques. Ces relations sont souvent paradoxales, tiraillées entre deux extrêmes. D'un côté, une surattention contrôlante de la part de la personne narcissique. De l'autre, une négligence totale, un désintérêt profond, allant jusqu'à l'incapacité de vous reconnaître comme un être humain distinct. À quoi ressemble la négligence maligne? C'est le fait d'ignorer littéralement un autre être humain. Ignorer ses émotions, ses besoins, ses désirs, même lorsque cette personne est juste en face de vous, tentant de communiquer. La négligence maligne s'apparente à un déni délibéré de votre existence, ou du moins, à un désintérêt méprisant pour tout ce qui vous concerne. C'est une forme ultime de dévalorisation. Cela se traduit par le fait que la personne narcissique fait toujours passer ses propres besoins en premier, même lorsque vous êtes dans une situation de grande vulnérabilité. Par exemple, vous avez faim, mais il faudra attendre que sa propre faim se manifeste. Vous êtes gravement malade, mais tout tournera autour de son petit rhume. C'est imposer des vacances sur un terrain de golf à toute la famille, alors que personne d'autre ne joue, pour ensuite partir seul sans passer de temps avec les siens. La négligence maligne, c'est aussi le traitement silencieux lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ou le fait de devenir maussade et de répondre par monosyllabes. C'est retenir des informations cruciales qui vous seraient précieuses. Par exemple, un membre de la famille narcissique qui ne vous informe pas de la grave maladie d'un grand-parent que vous adorez. Ou un collègue qui omet de vous communiquer une date limite importante.
Quand vous traversez une période difficile, ils le savent, mais ne font aucune tentative pour prendre de vos nouvelles ou offrir leur aide. Cela devient particulièrement cruel si vous, par le passé, avez toujours été là pour eux. Il y a quelque chose de délibéré, d'intentionnel, dans la négligence maligne. C'est plus que d'être trop occupé. C'est un message clair. Tu ne mérites pas d'être vu, tu n'as pas d'importance, ou à l'extrême, tu n'existes pas. Sauf si j'ai besoin de toi. C'est ce sentiment glaçant de n'être reconnu que lorsque cela les arrange. Avec la négligence bénigne, il s'agit d'un glissement progressif, souvent contextuel. Avec la négligence maligne, c'est une arme. C'est une punition. La meilleure analogie serait celle-ci. Dans la négligence bénigne, une personne oublie de mettre assez de nourriture dans votre assiette. Dans la négligence maligne, non seulement elle ne vous donne rien à manger, mais elle mange son propre repas devant vous en vous disant que vous avez de la nourriture et que vous n'avez aucune raison de vous plaindre. La négligence est une forme de comportement relationnel difficile à cerner. Si quelqu'un vous frappe, vous pousse ou vous crie dessus, l'abus est clair. Mais la négligence est une soustraction, une absence. Elle est invisible. La plupart du temps, nous ne la considérons même pas comme un abus. Face à une négligence bénigne, si vous la signalez, la personne s'excusera souvent, prendra ses responsabilités et essaiera de faire mieux. Face à une négligence maligne, non seulement il n'y aura aucune prise de responsabilité, mais on vous accusera d'être fou, trop exigeant, et on utilisera le gaslighting pour vous faire douter de votre propre perception. Il n'y a alors aucune issue. Soit vous tolérez la négligence, soit vous êtes manipulé et invalidé. Choisissez votre poison. Soyons clairs, la négligence bénigne est aussi douloureuse et peut mettre fin à une relation. Bénin ne veut pas dire bon. Cela signifie simplement non malveillant. Mais la négligence maligne est destructrice. Elle est souvent manquée en tant que forme d'abus, mais ses effets à long terme sur votre guérison peuvent être dévastateurs. Ce n'est pas comme oublier d'arroser la plante. C'est prendre la plante et la jeter hors de son pot. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous affecte le plus? L'indifférence d'une personne narcissique, son retrait, sa rétention, ou bien sa surattention et sa colère dirigée contre vous? Pour beaucoup, l'indifférence et le retrait activent de profondes blessures d'abandon. Le traitement silencieux, le refus de communiquer, sont des punitions utilisées pour vous faire plier. C'est une façon de vous communiquer leur désapprobation sans un mot. Face à ce mur de silence, beaucoup finissent par céder, par dire ce que l'autre veut entendre, juste pour que la communication reprenne. C'est un entraînement insidieux à ne jamais sortir du rang. Maintenant, comparons cela à quelqu'un qui est en rage contre vous, qui crie, hurle, s'agite. L'effet peut être similaire. Vous cédez pour que le vacarme cesse. Avec le temps, vous apprenez également à anticiper et à éviter les comportements qui déclenchent ces tempêtes. La colère est une dynamique centrale dans les relations narcissiques. D'innombrables choses peuvent les mettre en colère, et la plupart n'ont rien à voir avec vous. Un problème au travail, un embouteillage, une simple pensée. Et c'est sur vous que la colère est déplacée. Le simple fait de leur demander une tâche ordinaire, comme vider le lave-vaisselle, peut être perçu comme une attaque contre leur sentiment de grandiosité. Pour ceux qui ont grandi avec un parent narcissique, la colère était le métronome qui rythmait la vie de la maison. On apprend à l'anticiper, à l'éviter, et à se relever après son passage. Mais comment ces deux formes de colère, la rage explosive et le retrait silencieux, nous affectent-elles différemment? Pour certains, la rage, aussi terrifiante soit-elle, est au moins une forme d'interaction. Elle signifie qu'ils reconnaissent votre existence, même si c'est pour vous dire tout ce que vous avez fait de mal. En revanche, le retrait, l'indifférence, le sentiment de ne pas exister, peuvent être pires. C'est une question presque existentielle. Les cris confirment-ils au moins votre présence? L'indifférence et le silence vous font vivre avec un ressort constamment tendu, prêt à sauter. Tandis que lorsqu'ils crient, ils évacuent leur tension. L'épisode de colère a une fin, et il peut même y avoir une sorte de réinitialisation. Les narcissiques utilisent souvent leur crise de rage pour se réguler. Ils se sentent mieux après, et peuvent même redevenir plus gentils pendant un court moment. Cela crée une association malsaine et déroutante. Après la tempête, un bref instant de calme peut survenir. Le silence,
lui, n'offre pas cette libération. C'est une tension prolongée, un poids constant. Pourtant, d'autres survivants diront le contraire. La rage était terrifiante, alors que le silence, bien que terrible, n'était pas aussi angoissant. Il s'agit de différents poisons, et notre histoire personnelle détermine la manière dont nous y réagissons. La triste réalité est que dans la plupart des relations narcissiques, vous subissez les deux formes de colère. L'indifférence et les crises de rage, le retrait et les cris. La question n'est donc pas de choisir, mais de reconnaître les schémas. Le résultat final est presque toujours le même. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, pendant que nous sommes façonnés pour répondre à leurs attentes, nous perdant lentement nous-mêmes. L'agression ouverte, les cris, les objets jetés, la violence physique est sans équivoque. Elle est profondément déstabilisante et peut laisser des cicatrices psychiques durables, similaires à un trouble de stress post-traumatique. Votre système nerveux est en état d'alerte permanent. L'agression passive, quant à elle, est le domaine de prédilection du narcissisme vulnérable. Elle s'exprime par le retrait, la rétention, les réponses monosyllabiques. C'est aussi parler à travers d'autres personnes, par exemple en disant à votre enfant « Dis à ta mère que j'ai besoin des clés de la voiture », alors que vous êtes assis juste à côté. Ce sont des pics subtils, comme « Oh, j'ai vu que tu as fait les courses et que tu as pensé au café que j'aime, pour une fois. » Quelle surprise! C'est la procrastination sur des sujets qui comptent pour vous, créant ainsi des problèmes et du stress. C'est épuisant. Ce n'est pas effrayant de la même manière, mais c'est un épuisement constant. L'agression passive s'inscrit dans le complexe de victime qui caractérise souvent le narcissisme vulnérable. Il n'y a aucun espoir de communication ou d'amélioration, juste une spirale sans fin de comportements puérils et de victimisation. Vous vous retrouvez à être le seul adulte dans la relation. Pour un enfant, l'agression passive est particulièrement dévastatrice. Il ne comprend pas pourquoi un parent se retire ou lui inflige le traitement silencieux. Il se sent coupable et apprend très tôt à se conformer aux désirs du parent pour éviter cet abandon terrifiant. Laquelle de ces formes est la plus facile à supporter? Je ne crois pas que l'une le soit plus que l'autre. Elles sont toutes deux profondément nocives pour votre santé mentale et physique. Parlons maintenant du cycle de la relation narcissique. L'idéalisation, la dévalorisation, le rejet et la récupération, ou overing. La phase de rejet, ou discard, est délicate. Elle ne signifie pas toujours une rupture. C'est plutôt un état où ils n'ont plus aucun intérêt pour vous, sauf pour satisfaire leurs besoins de base. Ils peuvent se désengager, vous tromper, se plonger dans le travail. Mais après le rejet, vient souvent la tentative de récupération. Le « hoover » se produit lorsque leur nouvelle source d'approvisionnement ne fonctionne pas, ou lorsqu'ils réalisent à quel point il est peu pratique de vivre sans vous. De nombreuses relations toxiques sont enfermées dans ce cycle perpétuel. Alors, qu'est-ce que le rejet final? En vérité, vous ne le saurez probablement jamais avec certitude. Le rejet final survient le plus souvent lorsque la personne narcissique s'ancre dans une nouvelle structure de vie si solide et si différente de la vôtre qu'un retour en arrière devient improbable. Elle peut se marier, déménager dans une autre région, intégrer un cercle social entièrement nouveau qui la tient éloignée de votre univers. C'est comme si elle avait trouvé un nouvel entrepôt rempli de nouvelles sources d'approvisionnement inexplorées. Elle n'a plus besoin de revenir à l'ancien. Mais même dans ce cas, ne sous-estimez jamais la possibilité d'une tentative de récupération. Les personnes narcissiques gardent une sorte d'inventaire mental de leurs anciennes sources. Un jour, quand ils en auront besoin, un message pourrait apparaître. Cependant, il existe un chemin bien plus sain vers le rejet final. Et ce chemin est entre vos mains. Le rejet final se produit lorsque vous construisez une vie si pleine, si riche de sens, de relations saines et de projets qui vous passionnent, que plus rien de toxique ne peut y pénétrer. Vous devenez, en quelque sorte, irrécupérable. Non pas parce qu'ils ont décidé de vous rejeter, mais parce qu'il n'y a plus de porte d'entrée pour leur toxicité. Vous redevenez pleinement vous-même, engagé dans l'amour, le sens et le but. À ce moment-là, le rejet est final, car vous avez choisi de ne plus jamais leur donner accès à votre monde. C'est une histoire d'espoir,